Voilà une salle chauffée à presque 40 degrés. Des gens allongés sur leur tapis après une journée normale, en train de respirer, de se détendre, de penser à tout, sauf au fait qu'ils sont en danger. Puis en quelques secondes, cette pièce devient un cauchemar, parce qu'au milieu du cours, Scott Paul Byerly sort un pistolet de son sac. Les premières balles partent dans le dos des femmes les plus proches de lui. La salle explose en cris. Certains essaient de ramper jusqu'à la sortie pendant que d'autres se cachent sous leur tapis, comme si quelques millimètres de mousse pouvaient arrêter les balles. Et puis, soudain, son arme s'enraye. Pendant une seconde, tout se fige. Un instant où personne ne sait s'il va recommencer à tirer, ou si quelqu'un peut encore l'arrêter. C'est alors qu'un étudiant décide de se jeter sur lui. Cet acte va changer beaucoup de choses. Sauf que le plus glaçant dans cette histoire, c'est pas ce qui s'est passé dans cette salle. C'est qu'avant d'entrer ici avec une arme, Scott passait déjà son temps à parler face caméra sur YouTube. Durant des années, sa chaîne n'avait presque aucun abonné, 3 tout au mieux. Ses vidéos faisaient à peine quelques vues. Et pourtant, il passait déjà son temps à parler de rejet, de haine des femmes, qu'il considérait responsables de sa vie. À l'époque, ça ressemblait juste à un type bizarre, qui parlait seul dans sa chambre. Après cette soirée, ça ressemble beaucoup plus à un YouTuber qui annonçait exactement ce qu'il était en train de devenir. Salut, c'est le Cogitar, bienvenue pour cette nouvelle enquête criminelle où tu vas voir que la police aurait pu éviter un crime, sauf qu'elle n'a pas réussi. Alors que pourtant, il y avait toutes les preuves sur YouTube. Faut croire que les meurtriers ont suivi la tendance des réseaux sociaux. Dans les années 20, il y avait déjà des meurtres, mais il n'y avait pas YouTube. Donc là, les policiers, ils n'avaient pas le choix, fallait enquêter. Et justement, c'est durant cette époque que June va essayer de résoudre un meurtre qui a eu lieu dans sa famille. C'est qui June ? C'est le personnage principal du jeu June's Journey, qui est le sponsor de cette vidéo. Dans le jeu, tu incarnes June Parker. Sa sœur a été assassinée, sauf que toute l'histoire est un peu bizarre. Alors elle veut comprendre ce qui s'est réellement passé. Et elle va mettre son nez partout pour découvrir la vérité. Heureusement pour elle, dans les années 20, il n'y avait pas internet, elle aura pas à fouiner dans des historiques de timbrés. Et c'est toi qui vas devoir les dénicher pour mettre la main sur des indices clés, pour résoudre des énigmes bien pensées. Le décor des années 20 est hyper immersif, l'histoire est vraiment prenante, c'est un vrai thriller, une vraie enquête, j'étais à fond dedans. Tu peux même développer ton propre monde en construisant ton univers au fur et à mesure sur ton île privée. Il a bien augmenté le salaire des détectives. Et c'est pas juste pour faire beau, ça permet d'avancer dans l'histoire en débloquant de nouveaux chapitres et donc d'attraper le coupable plus vite. Ce jeu m'accompagne pour mes pauses, je lance une petite mission pendant 10-15 minutes, je découvre des indices, je construis mon manoir, et c'est top pour se détendre ou faire passer le temps dans les transports. Ce qui est génial, c'est que le jeu ne tourne jamais en rond, grâce à l'enquête déjà, mais aussi parce que tu as des petites scènes exclusives, des récompenses spéciales et plein de choses à découvrir tout le temps. Maintenant, c'est à ton tour de découvrir qui a tué la sœur de June et d'embarquer dans ce monde mystérieux. Clique sur le lien dans la description ou scanne le QR code à l'écran, le jeu est totalement gratuit au téléchargement. Il est dispo sur Android, iOS et même PC. Si t'aimes les enquêtes criminelles et j'en doute pas si t'es là, ce jeu est fait pour toi, tu vas adorer. Le 2 novembre 2018, à 17h38, Scott Paul Byerly sort son téléphone. L'homme de 40 ans veut envoyer un SMS à quelqu'un. Jusque-là, tu dois penser qu'il n'y a rien d'incroyable. D'ailleurs, ça n'aurait même jamais eu besoin d'être mentionné si juste à côté de lui, à ce moment-là, il n'y avait pas de femme à l'agonie. En fait, ce sont 2 de ses victimes, sur qui il vient tout juste de tirer froidement. Sauf que ça, c'est presque la fin de l'histoire. Et nous, on veut comprendre pourquoi ce gars a fait ça. Et pour ça, il faut remonter loin, jusqu'à une bourgade tranquille du nord de l'État de New York. Vestal est une petite ville collée à Binghamton. Bah si, Binghamton, entre Endicott et Corbettsville. Bon, tu l'as compris, Vestal, c'est pas le genre d'endroit où des scandales en tout genre éclatent tous les matins. C'est là que Scott grandit, dans une famille ordinaire de la classe moyenne. Ils sont 3 garçons, bien élevés, avec des parents qui sont tout à fait normaux. Attention, ce sera pas le cas de tout le monde dans cette vidéo. Bon, en somme, c'est une famille heureuse, dans une maison américaine des plus typiques. Enfant, Scott ne manque de rien. D'ailleurs, il est inscrit chez les scouts où il gagne ses badges distinctifs. Les badges de scouts, c'est un peu les succès Xbox avant l'heure. Scott fait sa tournée des journaux le matin. Il sert comme enfant de chœur à l'église méthodiste du quartier et il est même élu vice-président de sa promotion au lycée de Vestal en 1987. De l'extérieur, c'est un jeune modèle qui a tout pour plaire. Sauf qu'on n'est pas là pour que ça se passe bien. Et comme souvent, les apparences sont trompeuses. Autrement dit, méfie-toi des scouts. Parce que chaque année que Scott traverse élargit une fracture qui ne guérira jamais. Tout commence au collège, quand il atteint la 3e et que les filles de l'établissement l'ignorent, se moquent de lui ou font simplement semblant de ne pas le voir. Pour n'importe quel adolescent, cette situation est douloureuse, voire vraiment humiliante. Mais la plupart s'en remettent en passant le cap de l'âge adulte. Bon, il y en a quand même 2-3 qui finissent tueurs en série. Mais en dehors de cela, certains en font parfois même une force. Là où Scott, lui,
transforme ça en colère sourde. Le rejet social dont il a été victime devient peu à peu le moteur de toute son existence, ce qui va guider ses actes futurs et lui garder une place au chaud sur ma chaîne. La première preuve concrète de tout ça devient visible au cours de ses années lycée, à la fin des années 90. Scott écrit un roman qu'il intitule Rejected Youth, ou Jeunesse rejetée en français, 70 000 mots, rédigé dans la solitude de sa chambre. Le protagoniste s'appelle Scott Bradley. Et oui, ça ressemble beaucoup à l'auteur, mais a priori c'est volontaire, parce que ce personnage ressemble trait pour trait à celui qu'il a imaginé. C'est un adolescent que les filles de son école méprisent, humilient et ignorent ouvertement. Pour se venger, il décide donc de les observer, de cataloguer tous leurs défauts et de ridiculiser leurs petits amis. Finalement, il les tue une par une, avant de trancher la gorge de la meneuse du groupe, puis de sauter d'un toit quand la police le prend en chasse. Ouais, ça part sur une étoile Amazon. Ce qui rend ce texte particulièrement glaçant, c'est un détail qui peut paraître insignifiant, mais qui en dit vraiment long. Surtout ça, même si Scott a légèrement modifié les noms des filles de son livre, il est clair qu'il parle de ses vrais camarades de classe. Et là, on peut voir le dérapage venir, parce qu'à ce stade, la fiction n'est plus réellement de la fiction. Le livre de Scott est une sorte de journal intime, qui évoque des fantasmes de meurtre sur des personnes gravitant autour de lui. Ce bouquin reste là, comme la pièce à conviction d'un crime qui n'a pas encore eu lieu. En dehors de ce roman au contenu sordide, la vie de lycéen de Scott en dit aussi beaucoup sur ce qu'il pense réellement des femmes. Quand il se porte candidat à la présidence du bureau des élèves face à une fille, il choisit pour slogan de campagne une phrase sans équivoque. « Votez Scott Byerly parce qu'on n'a pas besoin d'une femme ». Il perd l'élection, heureusement. Puis il est convoqué chez le proviseur, qui n'a pas été d'une grande aide, vu ce qui va arriver dans quelques minutes. Tout ça ajoute une défaite supplémentaire à une liste qui n'existe que dans l'esprit de Scott. Toujours au lycée, il fait l'objet d'une accusation de harcèlement de la part d'une de ses camarades de classe. Un incident distinct de la campagne électorale, qui lui vaut une nouvelle convocation. Seulement, là encore, les remontrances non plus ne laissent aucune trace durable dans un quelconque dossier. À se demander si le proviseur faisait pas partie de son équipe de campagne. Et ce n'est que la seconde d'une longue série de convocations institutionnelles, toujours pour le même genre de motif. La seule autre constante, c'est l'absence systématique de conséquences à ses actes, même dans sa sphère privée. Les parents de Scott dorment portes verrouillées dans leur propre maison, à cause de lui, de crainte que le gamin décide de jouer au bûcheron avec leur crâne. Ils lui ont même demandé de quitter l'anniversaire de sa nièce après l'avoir vu toucher des petites filles. Évidemment, à côté de ça, il est fan d'un petit Allemand tout énervé des années 40 et des Aryan Nations, un mouvement suprémaciste blanc américain. Et il ne s'en cache absolument pas. C'est une fierté d'appartenir à ce courant de pensée. En 1997, il part tenter sa chance en Californie, après l'obtention de son diplôme au lycée. Il a en tête l'idée de devenir scénariste, mais ça marche pas. Donc il revient à Binghamton pour entrer à l'université. Il en sort en 2003 avec une licence en sciences politiques. Durant ces années-là, les comportements qu'il réservait jusqu'ici majoritairement à ses carnets commencent à déborder dans la vie réelle. D'abord, il est renvoyé d'un bar du centre-ville pour avoir pleuté des clientes. Après quoi, il est viré d'un emploi dans un centre d'appel pour avoir harcelé une collègue. Un énième incident misogyne qui lui inspire d'ailleurs sa première chanson qui porte le titre « Stalker », qui veut dire « harceleur » en français. Heureusement que Jeffrey Dahmer n'a jamais sorti d'album. En 2005, Scott décroche un boulot de professeur d'anglais et de sciences sociales au lycée Mead, dans le comté d'Anne Arundel, dans le Maryland. Sans réelle surprise, vu son passif, la situation tourne mal dès la première année scolaire. Il est signalé aux autorités suite à un comportement très déplacé envers une élève. L'adolescente rapporte qu'il lui a touché le bras à répétition, suggéré de porter des décolletés ou encore demandé si elle poserait un jour pour Playboy. La police ouvre un dossier et obtient sa suspension, sauf qu'elle n'est que temporaire. Donc en dépit des accusations dont il a fait l'objet, Scott est réintégré et conserve son poste une année de plus, avant de démissionner à l'été 2007. Les responsables scolaires du comté refusent de préciser s'il a fait l'objet de sanctions disciplinaires en interne. En 2008, il s'engage dans l'armée américaine. Il sert 2 ans en tant que responsable de la logistique et de l'approvisionnement. Et durant une partie de son temps de service, il est basé en Allemagne. En 2010, l'armée arrête les frais à son tour, suite à une enquête liée à des contacts inappropriés avec des personnels féminins placés sous ses ordres. Scott est remercié de l'armée pour faute sérieuse, assortie de la mention « comportement inacceptable ». En 2011, il arrive à Tallahassee pour suivre un double master à la Florida State University,
l'un en administration publique et l'autre en urbanisme. Pendant ses années d'études, ses colocataires le décrivent d'une façon qui, encore une fois, aurait dû éveiller les soupçons. Ils le trouvent agressif et imprévisible, ils font attention à ne jamais le laisser seul avec des femmes lors des soirées et se mettent à l'appeler Ted Bundy entre eux. Si jamais tu ignores qui est Ted Bundy, bienvenue dans le monde du true crime. Tu devrais bientôt avoir tes premières cernes. Mais sinon, il s'agit de l'un des tueurs en série les plus marquants de l'histoire des États-Unis. Il a été condamné à mort pour 3 meurtres, même si en réalité, il en a reconnu une trentaine. Surtout, il s'en prenait principalement à des jeunes femmes. Alors, quel est le lien entre Ted Bundy et Scott Byerly ? En réalité, Scott a pris le temps de faire ce qu'il décrit dans ses propres torchons comme un pèlerinage, l'équivalent de ce que représente la Via Dolorosa à Jérusalem pour les chrétiens. Il s'est rendu à la pension où a logé Ted Bundy, puis dans la rue des Sororités, où le meurtrier a tué 2 femmes et en a blessé 2 autres en 1978. On en est là, dans l'esprit dérangé du jeune homme. En parallèle, Scott va toujours plus loin. Le 7 décembre 2012, 2 femmes signalent à un employé du restaurant universitaire de FSU qu'un homme vient de leur toucher les fesses. La police arrive et identifie Scott qui a 34 ans à présent, et qui prétend avoir peut-être bousculé quelqu'un par accident. La première victime confirme qu'il l'a bel et bien agrippée délibérément. Quant à la seconde, elle précise aux enquêteurs que Scott l'a déjà touchée à 3 reprises distinctes au cours du mois précédent. Cette deuxième victime, c'est Courtney Connon, une étudiante en première année qui n'a que 18 ans. Sur le coup, elle renonce à porter plainte. Elle pense que l'arrestation fera suffisamment peur à Scott pour qu'il se calme. Et accessoirement, elle est très effrayée à l'idée de lui faire face devant un tribunal. Je te rappelle qu'il est hostile envers les 3/4 des gens de la planète. Sauf que si Scott est bien arrêté ce jour-là, il est relâché et les charges sont abandonnées. En 2014, après l'obtention de ses 2 masters, il revient sur le campus sous prétexte d'y chercher du travail. C'est alors qu'il suit une entraîneuse de volley-ball de l'université jusqu'à l'intérieur d'un gymnase. Évidemment, ce comportement suspect éveille les soupçons. Et la police est appelée. Et aux États-Unis, sur de nombreux campus universitaires, il y a des commissariats dédiés. Donc les autorités ne tardent pas à l'appréhender. Quand les policiers l'identifient, ils découvrent qu'il fait l'objet d'une interdiction d'accès au restaurant universitaire depuis 2012. Il se retrouve donc banni de l'ensemble du campus cette fois, toujours sans condamnation pénale. Cela dit, Scott s'en moque pas mal. S'il ne peut plus chercher de victimes à l'université, il ira ailleurs. En juin 2016, une jeune femme de 19 ans prend le soleil au bord de la piscine de son immeuble à Tallahassee. Quand il s'assoit à côté d'elle, il commence par complimenter ses fesses, puis lui propose d'y appliquer de la crème solaire. Elle refuse poliment, ce à quoi Scott réagit en attrapant son fessier qu'il gifle et secoue, avant de quitter précipitamment les abords de la piscine. La police passe le jour suivant et consulte les images de surveillance de la résidence qui permettent de confirmer intégralement la version de la victime. Scott est donc arrêté pour voie de fait et orienté vers une thérapie spécialisée dans l'addiction sexuelle. 6 mois plus tard, les charges sont abandonnées. Toujours pas de condamnation, toujours pas de casier judiciaire. Sur Internet, Scott écrit qu'il juge un tel procédé inutile et note au passage qu'on l'a envoyé chez des psychiatres à 4 reprises dans sa vie. Toujours pour des histoires de femmes. Une chose qu'il a toujours été forcé à faire. Il ne l'a jamais entreprise de sa propre initiative. À ce moment, le parcours de Scott ressemble déjà clairement à une liste d'alertes ignorées. Sauf qu'à chacune de ces étapes, quelqu'un a eu l'information entre les mains. À chaque fois, quelqu'un a ouvert un dossier, coché une case et transmis le problème à la personne suivante dans la chaîne, repoussant ainsi le problème continuellement, encore et encore. Un laxisme qui va avoir de très lourdes conséquences. Malgré sa licence et ses 2 masters, Scott ne parvient pas à garder un boulot. Sur LinkedIn, il se décrit comme un chercheur d'emploi depuis 2013. Bon, en France, en 2026, chercheur d'emploi, c'est un boulot à temps plein en vrai. Mais cette formulation banale n'est là que pour cacher une existence de plus en plus centrée sur sa personne et sur la haine qu'il consume depuis tant d'années déjà. Scott ne sort presque plus de son appartement de Tallahassee. Ses colocataires successifs rapportent qu'il hurle dans son sommeil, en plus de refuser de mettre un pantalon quand leurs amis viennent. Il crée un malaise si persistant chez ceux qu'il côtoie que personne ne sait vraiment quoi faire de lui. Son propre frère ne fait pas exception, vu qu'il l'a carrément soupçonné d'être le sniper de Washington, l'un des 2 hommes qui ont semé la terreur dans la région de Washington DC en octobre 2002, en tuant 10 personnes en 3 semaines. Et Scott vivait dans le coin à ce moment-là. Il se trouve que son frère a tort. Mais le fait qu'un membre de sa famille proche en soit arrivé à envisager cette hypothèse, c'est pour le moins parlant. Tout le monde le prend pour un dégénéré.
C'est dans ce contexte que Scott installe une caméra dans sa chambre et commence à parler. Attention, il n'est pas fou, il est juste youtubeur. Oui, la frontière est fine, mais elle existe. En 2014, il publie 17 vidéos sur YouTube, sous le pseudonyme Scott Carnifex. Elles sont toutes en accès libre, visibles par n'importe qui dans le monde. En arrière-plan, on peut voir un lit défait, des cartons empilés contre le mur, et une lumière blanche qui donne à l'ensemble de la pièce un aspect de salle d'interrogatoire. Sa chaîne n'aura jamais plus de 3 abonnés. Et pour cause, le contenu de ses monologues est un listage de tout ce qu'il garde de négatif en lui depuis le collège. Il décrit une idéologie structurée, qu'il présente calmement avec des arguments, des exemples, et surtout, des noms. Parce que c'est ça la particularité de ses vidéos. Il nomme les femmes qu'il a connues par le passé en utilisant leur véritable identité. Dans une vidéo intitulée « La renaissance de ma misogynie », ça s'invente pas, il les cite une par une et leur attribue la responsabilité collective de ce qu'il est devenu. Un raté. Il les accuse de trahison et de mensonge. Il parle de femmes qui ont accepté de lui donner leur numéro alors qu'elles avaient déjà un petit ami. Ou d'autres qui ont annulé les rendez-vous fixés de longue date. Dans la tête de Scott, c'est évident. Elles se sont rassemblées pour constituer une force organisée dont il est la cible privilégiée depuis sa plus tendre enfance. Et il ne lésine pas sur les propos violents quand il en parle. Il dit sans détour qu'il aurait voulu arracher la tête d'une ex juste parce qu'elle l'a largué sans explication. Dans une autre vidéo intitulée « Le sort du mâle adolescent », il évoque Elliot Rodger, un Américain de 22 ans devenu auteur d'une tuerie de masse le 23 mai 2014, avant de mettre fin à ses jours. Quelques mois à peine avant que Scott ne commence à filmer, Elliot a tué 6 personnes et a fait 14 blessés à Isla Vista, en Californie. Son héritage, un manifeste de 137 pages, au contenu nauséabond, qui explique que les femmes méritaient de mourir pour l'avoir repoussé. Et sans surprise, disons qu'il n'était pas super agréable avec les filles, donc évidemment, ça leur donnait pas envie de faire quoi que ce soit avec lui. Par contre, ce que Scott dit d'Elliot n'est pas forcément ce à quoi on aurait pu s'attendre. Il ne le présente pas comme un modèle, quelqu'un dont il veut suivre l'exemple, mais comme un individu à qui il aurait pu s'identifier quand il était lui-même adolescent. D'après Scott, les jeunes qu'ils ont été se sont perdus dans un désert interminable qui a nourri une forme de manque et une frustration galopante. Ces gens-là, on les appelle des incels. Un incel, c'est un homme incapable d'avoir ou de garder une petite amie, généralement parce qu'il a un comportement détestable. Il est souvent dans l'incapacité totale de se remettre en question. Il en vient à nourrir une haine profonde contre la gente féminine qu'il considère comme étant responsable de son malheur. Cette idéologie néfaste, qui s'est d'ailleurs largement répandue sur Internet, a germé dans la tête de Scott, bien avant qu'Elliot n'existe dans l'espace médiatique. Ce qu'il décèle dans son histoire, c'est donc un miroir dans lequel il trouve enfin son propre reflet. Il y a même une communauté tout entière qu'il comprend. Ils sont plusieurs milliers d'incels à se soutenir mutuellement dans un combat qui n'existe que dans leur tête. Il y a des forums entiers dédiés à ce sujet. Et d'ailleurs, chaque année, ils célèbrent le jour où Elliot Rodger est passé à l'acte. Il est littéralement élevé au rang de saint dans leur communauté. Sauf que les vidéos de Scott ne se limitent pas au seul sujet de la misogynie. Dans la vidéo « Les dangers de la diversité » et plusieurs autres monologues, il étoffe son nouveau panel de discours haineux. Il évoque la question des couples mixtes, qu'il présente comme une trahison du sang, celle de l'immigration, qu'il veut contenir avec des mines antipersonnelles placées aux frontières. Scott dit également que les femmes qui ont des relations en dehors du mariage devraient être crucifiées, quand il ne peste pas au sujet de l'Obamacare qui couvre la contraception. Selon lui, cette réforme de santé finance la vie sexuelle de femmes qui ne le méritent tout simplement pas. La vie sous la direction de Scott, ça risque d'être cardio, là. Surtout pour vous les femmes. Il tient ce genre de propos extrêmement problématiques pendant 4 ans, sans que YouTube ne reçoive le moindre signalement. En parallèle de ses tournages de vidéos, Scott écrit de la musique, si on peut appeler ça comme ça. Après Stalker, il compose plus d'une centaine de chansons, dont une vingtaine sont enregistrées en studio à $50 de l'heure, auprès d'un ingénieur du son de Floride, un homme qui n'hésitera pas à dire qu'il n'avait strictement aucun talent. L'un de ses morceaux raconte en détail la séquestration et le viol d'une femme enchaînée dans un sous-sol, quand un autre célèbre des agressions dans des vestiaires de lycée. Scott a aussi mis en musique ce qu'il a fait aux femmes dans les restaurants universitaires, et plusieurs autres chansons parlent de fantasmes de meurtre collectif. D'ailleurs ça me fait penser un peu au narco-corrido. En fait, au Mexique, il existe une pratique où les meurtres et autres faits divers, notamment des cartels, sont mis en chanson. Et c'est pas du rap ou un truc du genre. C'est vraiment une chanson entraînante et tout.
Sauf que c'est l'histoire d'un crime. Ça permet aux cartels de frimer un peu et d'asseoir leur puissance. Voilà pour la Minute Culture niveau détraqué. Bon, quand Scott publie ses chansons sur son site internet personnel, l'épouse d'un de ses amis tombe dessus. Après avoir entendu ça en août 2018, elle est suffisamment troublée pour envoyer un signalement au FBI. Des agents écoutent les paroles en question, mais concluent qu'elles sont protégées par le premier amendement qui sécurise entre autres la liberté d'expression. En gros, faute de menaces nominatives, de lieux précis désignés ou de dates annoncées, ils ne peuvent rien faire. Le dossier est donc classé parmi les 700 000 signalements qu'ils ont reçus cette année-là. Le temps passe et en 2018, Scott a 40 ans bien sonnés. Pourtant, il n'a toujours pas fait quoi que ce soit de productif de sa vie. Il a quitté Tallahassee pour Deltona en 2016, mais s'installer à 4 heures de route de son précédent lieu de vie l'a pas aidé. En janvier 2017, il est parvenu à décrocher un poste de remplaçant dans une école du comté de Volusia. Sauf qu'il a été renvoyé au mois de mai l'année suivante pour avoir touché l'abdomen d'une élève en lui demandant si elle était chatouilleuse. Toujours en 2018, il perd un autre boulot dans un établissement du comté de Lyon pour avoir consulté du contenu pour adultes pendant ses heures de travail. Scott semble condamné à rester au chômage et n'a aucune perspective d'avenir. À Deltona, ses voisins ne le voient presque jamais. Pour tout le monde, dans son quartier, c'est une silhouette qui disparaît dans son appartement et n'en ressort que pour monter dans sa voiture. Ce que les gens ignorent, c'est que derrière cette porte close, Scott vient de prendre une décision qui va coûter la vie à plusieurs personnes. En octobre 2018, Scott réserve une chambre d'hôtel à Tallahassee. Pourquoi il fait ça? Pour une virée sur un coup de tête ou un voyage à but professionnel? Pas du tout. Tallahassee est une ville que Scott connaît par cœur. Il n'a plus de raison d'y retourner, mais il tient à se rendre dans un studio de yoga du quartier de Midtown, avec des intentions qui n'ont rien de bienveillantes. Le 31 octobre, jour d'Halloween, il achète un tapis de yoga et des protections auditives dans un Walmart d'Orange City. Puis il charge sa voiture, avant de prendre la route en direction de Tallahassee, à 400 km au nord-ouest. Il s'installe dans sa chambre d'hôtel et la quitte 2 jours après, le 2 novembre, vers 16h35 avec un sac banane et un sac noir. Les caméras de l'établissement le filment à ce moment-là. Il porte un t-shirt bordeaux à l'effigie de la Florida State University, FSU, et n'emporte aucune de ses 2 clés de chambre avec lui. Il laisse également des fichiers et des documents à l'intérieur de la pièce, bien visibles sur le bureau. Il ne prend même pas la peine de les cacher, parce que tu l'as sûrement déjà deviné, il n'a tout simplement pas l'intention de revenir. À 17h17, Scott arrive au Hot Yoga Tallahassee, un studio situé au 2e étage d'une galerie commerciale de Midtown, entre restaurant et boutique. Kate Pearson, la gérante, est seule à l'accueil quand il entre. Et tout ce qu'elle voit, c'est un homme grand, pesant une centaine de kilos, tapis de yoga encore dans son emballage plastique sous le bras. Il demande les horaires des cours les plus fréquentés et apprend que les samedis matins sont les séances les plus plébiscitées, avant de ressortir sans payer quoi que ce soit. Au départ, Kate se dit qu'il n'a pas été convaincu et qu'il ne reviendra probablement pas. Mais Scott reste dans le coin. Il arpente la galerie du centre commercial un moment en observant les femmes qui arrivent en tenue de yoga, puis entre à nouveau dans le studio. Il glisse sa carte bancaire pour payer les $12 que coûte le cours, et donne son prénom à Kate. Il commence avec son prénom Scott, puis il hésite finalement une seconde, et ajoute Paul. Il est donc Scott Paul. La séance de 17h30 commence quand il entre dans le studio. 9 participants sont en posture de l'enfant, à genoux, front au sol, bras allongés devant eux, dans une pièce chauffée à 37 degrés. Le hot yoga porte pas son nom pour rien, et c'est pas ce qu'on pourrait croire. C'est une pratique qui se déroule dans une salle chauffée entre 35 et 40 degrés, avec un taux d'humidité élevé. L'idée, transpirer, assouplir les muscles, et pousser le corps dans ses retranchements. Ce soir-là, les participants sont donc dans un état de vulnérabilité physique. Ils sont concentrés, les yeux rivés au sol, dans une chaleur qui ralentit leurs réflexes. En apercevant Scott, l'enseignante lui indique qu'il faut ranger ses affaires dans les casiers à l'extérieur de la salle. Sauf qu'il refuse. Après ça, il enlève ses chaussures et pose son tapis. C'est alors qu'il sort un pistolet Glock 9 mm de son sac. Il enfile rapidement une paire de protections auditives et commence à faire feu dans le studio. D'entrée, il loge plusieurs balles dans le dos des femmes les plus proches de lui. 2 d'entre elles tombent presque immédiatement, mortellement blessées. Maura Binkley, 21 ans, étudiante en dernière année à FSU qui devait décrocher son diplôme en mai, et Nancy Van Wessem, 61 ans, médecin et directrice médicale du Capital Health Plan, également enseignante à la faculté de médecine de FSU. 4 autres femmes sont touchées par balles. Sarah Hodges, 34 ans, Daniela Archila, 21 ans, Daniela Albalat, 19 ans,
et Sabrina Odette, 21 ans. Scott tire en rafale rapide dans toutes les directions, sans viser personne en particulier. Il balaye la pièce de balles. Il mitraille les femmes qui essaient de fuir, de se cacher sous leur tapis ou encore de ramper vers la sortie. Après 13 coups de feu, l'arme s'enraye, faisant tomber le silence sur la salle. Joshua Quick, un étudiant en droit à FSU, profite de cet instant pour tenter d'arrêter Scott. Ils sont les deux seuls hommes dans la salle. Joshua sait pas vraiment si le pistolet du tireur a un problème, ou s'il est juste en train de le recharger. Mais il décide de ne pas attendre la réponse. C'est lui ou eux. Il attrape un aspirateur posé dans un coin de la pièce et se jette sur Scott. Son intervention courageuse laisse le temps à d'autres personnes de prendre la fuite, avant que le tueur ne reprenne le contrôle de l'arme et lui fracasse le visage à coups de crosse. Malgré ses blessures, Joshua n'a pas dit son dernier mot. Il récupère un balai et attaque à nouveau Scott, permettant à plusieurs femmes encore présentes de s'échapper par la porte. Toujours à l'accueil, Kate entend 3 coups sourds dans le mur derrière elle, et la voix de l'enseignante, puis 5 détonations rapides. Elle lâche son téléphone, court à l'extérieur, tourne sur la gauche afin d'éviter la fenêtre panoramique du studio et trouve une cliente dans le couloir. Elle lui confirme qu'il y a un tireur dans la salle et qu'elle croit avoir été touchée. Le premier appel au 911 est passé à 17h37. Les policiers arrivent sur place 3 minutes plus tard. Mais avant qu'ils débarquent, à 17h38 précisément, Scott sort son téléphone pour taper le fameux SMS dont je t'ai parlé au début de la vidéo. Il l'envoie à une femme dont on ignore tout. Et ce qu'il lui écrit précisément, personne ne le sait, parce que le contenu de ce message n'a jamais été rendu public. Ce qui est certain, c'est que pendant qu'il a les yeux rivés sur son écran, 2 femmes agonisent à quelques mètres de lui. Pourtant, quelques instants plus tard, quand les autorités entrent dans le studio, Scott est déjà mort. Il s'est écroulé sur l'une de ses victimes après s'être tiré une balle dans la tête. Une survivante blessée qui a simulé sa propre mort au sol pour ne pas être achevée confie qu'avant d'en finir, il a prononcé quelques mots qu'elle n'a pas pu distinguer. Scott a tiré un total de 14 balles ce soir-là, incluant celle qui a mis fin à ses jours. En à peine 7 minutes, il a tué 2 femmes et en a blessé 4, en plus d'avoir violemment roué Joshua de coups de crosse. Il en avait encore au moins 86 dans son sac. On peut donc se demander ce qui se serait passé si son arme ne s'était pas enrayée. Et surtout, si on aurait pu éviter ce carnage. Une question épineuse, parce que tout porte à croire que oui. 9 mois avant d'être tuée, Maura Binkley se trouvait sous le dôme du capitale de Floride à Tallahassee. Elle apportait son soutien contre les fusillades dans les écoles après le massacre de Parkland, sans savoir qu'elle allait elle-même devenir l'une des 2 victimes d'un tueur fou. Le massacre de Parkland, c'est une tuerie de masse qui a eu lieu dans un lycée en 2018 et qui a été commise par un ado touché par des problèmes mentaux qu'on avait décidé de ne pas soigner, ni d'aider. Quant à Maura, elle avait été acceptée dans le programme Fulbright pour partir enseigner en Allemagne. Elle pensait aux affaires étrangères, à la diplomatie. En bref, elle voulait changer les choses. Nancy Van Wessem, la seconde victime, a quant à elle contribué à fonder la faculté de médecine de FSU et former des générations d'étudiants en médecine interne. Juste avant les faits, un collègue l'a vu traverser le parking du Capital Health Plan, un grand sourire aux lèvres. Pour cette mère de 3 filles, le yoga était une façon de décompresser, après des journées épuisantes à gérer les urgences médicales. Suite à la mort brutale de Maura et Nancy, des voix se sont élevées pour que la misogynie soit officiellement reconnue pour ce qu'elle est, une idéologie qui peut tuer. Ce combat trouve un écho inattendu en mars 2022, quand les services secrets américains publient un rapport de 26 pages portant le titre « Hot Yoga Tallahassee, étude de cas sur l'extrémisme misogyne ». C'est la première fois que le Centre national d'évaluation des menaces des services secrets, une institution créée pour protéger le président des États-Unis, reconnaît formellement la misogynie comme une forme d'extrémisme violent comparable au terrorisme idéologique. C'est plus une déviance individuelle ou un problème de santé mentale isolé, c'est une idéologie à elle seule, avec ses codes, ses figures, ses communautés en ligne et sa capacité documentée à pousser des individus au passage à l'acte. Ce que ce rapport indique de nouveau, avec tout ce qu'on savait déjà, c'est précisément ça, un cadre. Il identifie une série de comportements qui, pris ensemble, constituent un profil de risque actionnable, même en l'absence d'infractions pénales caractérisées. Un peu à la façon dont le FBI avait profilé les tueurs en série plusieurs décennies auparavant. On parle de communication menaçante, du contenu en ligne préoccupant, des facteurs de stress chroniques et ponctuels, mais aussi des comportements bizarres ou inappropriés, une tendance à rejeter la faute sur les autres, un historique de brimade, une instabilité financière, et des aspirations professionnelles répétées en échec. La directrice du Centre national d'évaluation des menaces le formule clairement.
Les forces de l'ordre et les responsables de la sécurité publique se concentrent traditionnellement sur les crimes. Donc quand il n'y a pas de menace directe ou de loi enfreinte, ils considèrent qu'ils ne peuvent rien faire. Ce que la recherche prouve, c'est que des professionnels sachant identifier les signaux d'alerte et mobiliser les ressources appropriées peuvent changer l'issue de ce genre d'affaires. Ce rapport a été écrit à partir du dossier d'un homme ayant passé 21 ans à annoncer ce qu'il allait faire, sans que le système trouve un seul levier pour intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Pire encore, il a pu s'acheter librement non pas une, mais 2 armes, malgré ses nombreux comportements délictuels et autres propos problématiques tenus sur Internet. Scott s'est procuré un premier Glock de calibre 40 en mars 2009 à Lawton, dans l'Oklahoma, qu'il a ensuite revendu à un prêteur sur gage à Orange City, en Floride. Mais finalement, il en a acheté un second, un 9 mm cette fois, celui-là même qu'il a utilisé le 2 novembre 2018. La veille de l'attaque, il avait mis en ligne 27 de ses chansons sur Internet, toutes centrées sur sa haine des femmes. Un peu à la manière d'Elliot Rodger, qui avait publié une vidéo YouTube et envoyé son manifeste juste avant de commettre sa tuerie de masse. Le jour suivant les faits, les enquêteurs ont retrouvé des journaux intimes et autres enregistrements personnels dans la chambre d'hôtel de Scott. Ils abordaient des thèmes de viol, de torture ou encore de meurtre, et personne n'avait connaissance de leur existence. Le rapport révèle également que le tireur avait envisagé plusieurs cibles avant d'arrêter son choix sur le Hot Yoga Tallahassee. Il a été conclu que Scott a vraisemblablement choisi ce studio en raison de sa familiarité avec la ville et le quartier, non pas parce qu'il cherchait quelqu'un en particulier à l'intérieur. On sait que des années auparavant, il avait eu des échanges avec une femme qui fréquentait le Hot Yoga Tallahassee. Elle avait refusé toutes ses propositions de rendez-vous, dont une invitation à un pas de tir, avant de réduire progressivement les contacts et de finir par couper toute communication. Et ça n'est sans doute pas sans rapport avec le fait qu'il lui a suggéré de devenir stripteaseuse sans qu'elle ait demandé son avis. Cela dit, rien n'a permis de prouver que Scott savait dans quel studio de yoga elle allait précisément. Et le soir où il s'est rendu au Hot Yoga Tallahassee, elle n'était pas là. Il n'y avait pas de vengeance ciblée dans l'acte de Scott. Le studio de yoga était juste lié à de mauvais souvenirs, ce qui a conduit à ce choix. Ce qui est sûr, c'est que l'attaque qu'il a perpétrée relevait d'une sélection délibérée menée sur plusieurs semaines, et non d'un passage à l'acte impulsif. Scott a laissé une note dans sa chambre d'hôtel. Il expliquait que s'il ne pouvait pas trouver une seule femme décente avec qui vivre, il en trouverait beaucoup d'indécentes avec qui mourir. Les 17 vidéos qu'il a publiées sur YouTube sont restées en ligne pendant 4 ans, avant que sa chaîne ne soit supprimée. Le rapport conclut qu'il n'existe pas de profil type d'individu qui passe à l'acte. Seuls les comportements qu'ils adoptent sont lisibles, parce qu'ils escaladent de manière observable. Et c'est peut-être là, finalement, les questions que cette affaire pose de manière criante. Est-ce que reconnaître officiellement que la haine des femmes est une forme de terrorisme suffira à changer quelque chose? Ou est-ce que ce rapport restera 26 pages qui auraient dû être publiées avant que 2 femmes de plus meurent le 2 novembre 2018? Et surtout, est-ce qu'on peut vraiment éviter ce genre de drame? Rien n'est moins sûr. Bon, clairement, niveau barge, on a tapé fort avec cette histoire. Et évidemment, YouTube est dans le coup. Et c'est loin d'être le seul d'ailleurs. Je t'ai parlé à plusieurs reprises d'Elliot Rodger dans cette vidéo. Et bah, tu peux connaître toute son histoire puisque j'ai fait une vidéo sur lui que je te mets en lien à la fin. On est arrivé au bout, n'oublie pas le lien en description pour télécharger le jeu June's Journey, le sponsor de la vidéo, et découvrir le coupable de ce meurtre terrible. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve bientôt. Bye.